Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que c'est la fête chez vous? Moi je suis avec Mémé. Mémé, tu dis bonjour? Non, tu me regardes, tu me regardes. Ouais, bon, c'est parti, je vais parler tout seul, hein, Mémé, tu connais? Rappelle? En général, elle aime pas, elle reste pas trop longtemps quand je parle tout seul comme ça. Bref, où est-ce qu'on en était? Salaud! Eh oui, la plus belle. Mémé, regarde-moi. Tu es la plus belle. Et tu me snobs, évidemment. Tu sais ce que tu vaux. Donc, on en était à bonjour, à peu près. Aujourd'hui, on va parler des services publics, on va parler donc de la SNCF, on va parler de l'hôpital, on va parler de social un petit peu pour changer. On parle toujours des nazis, là, ça suffit de parler des nazis et des flics et du gouvernement de merde. On va plutôt partir sur la vraie vie des vrais gens pendant ce temps-là, comment ça se passe. Euh, et bah comment ça se passe? Ça se passe pas bien. Sauf, on va parler de marché de l'emploi aussi, ça va être sympa. Alors, je vous montre la petite sélection d'articles. Bon, j'étais sur mon lit, je regardais mon téléphone et là, il y a plusieurs articles où j'ai fait, je parlerai bien de ça, en fait. Donc, allons-y. Autant le faire. Et oui, magnifique moustache, je sais, je sais. C'est mon nouveau look. Et bah, vous aimez pas, c'est pareil. Nouveau look pour une nouvelle vie, une nouvelle saison, une nouvelle rentrée. Donc, le reste, ça bouge pas. On va lire Le Monde, Libé, Le Monde Diplo et Mediapart. Voilà, bon, normalement, avec ça, on se plante pas, en général. Euh, Allez, hop, on ouvre la scène. Il y a un article qui est pas sur du social, mais je me suis dit merde, moi ça m'intéresse, on va commencer par ça, c'est une enquête sur les nouveaux députés insoumis, et je me demandais ce que Mathieu Dejean, qui suit la gauche pour Mediapart, avait à nous dire là-dessus. C'est pas trop fort, non? La musique, ça va? Ouais, on va dire ça va. Euh, Après un an de mandat, les états d'âme des néo-députés insoumis, de l'affaire Quatennens à la banalisation de l'extrême droite, les nouveaux députés de la France insoumise, élus en juin 2022, ont courbé les chines et fait front dans l'ombre des figures du mouvement pendant un an. Face à la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, ils disent leurs inquiétudes et leurs aspirations. Ça me paraissait intéressant d'avoir un autre point de vue sur les insoumis, qui soit celui de députés qui ont été élus, qui sont pas dans le premier cercle, qui sont pas non plus dans les frondeurs de chez les insoumis, mais pour comprendre un peu si le groupe vit bien, comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire Quatennens, c'est vrai qu'il y a la diabolisation perpétuelle de Mélenchon, comment tu vis avec ça, et comment tu vis aussi les derniers événements où Mélenchon a repris encore beaucoup de place. Donc on va regarder ça dans un premier temps. C'est sorti aujourd'hui, non, c'est sorti hier, on est lundi, non, on est lundi. Édition de la mi-journée, ça vient de sortir ce matin à 10h. Donc ensuite, il y avait un numéro de Libé aujourd'hui sur le prix des billets de train SNCF. Je trouvais ça bien parce que je pense qu'on s'est tous un peu posé la question sur les voyages, tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je vois des posts qui disent l'avion c'est moins cher que le train. Comment ça se fait en fait? Comment ça se fait? Donc on va essayer de comprendre. Décryptage dans l'IB. Manque de visibilité, explosion des prix, réseau vétuste. Si les Français ont le sentiment que prendre le train est de moins en moins accessible, l'entreprise dément en assurant qu'il ne s'agit que d'une perception, malgré les données de l'INSEE. Que se passe-t-il vraiment? T'ajoutes à ça l'inflation, les salaires qui augmentent pas. Enfin bon, c'est vrai que j'imagine que les prix de l'énergie a fait augmenter le prix des trains un petit peu, j'imagine, proportionnellement au moins à l'inflation, quoi. Ah oui, il y en a un, il dit vraie coupe de cheveux de politologue. Aujourd'hui, il y a Europe Écologie Les Verts qui a tweeté sur ma présence avec une très vieille photo où j'étais pas très beau, hein, avec une grosse barbe et tout, qui a tweeté sur ma présence de cet été aux journées d'été là. Et ils ont mis Usul, chroniqueur et vidéaste et politologue. Et ils ont mis politologue, tu sais, dans le tweet officiel. Et après, ils l'ont supprimé, ils en ont mis un autre parce que les gens ont dû râler. Donc ça marche et ça marche pas encore, mon truc de dire que je suis politologue. Mais c'est mon nouvel arc que j'ai développé. Maintenant, je suis politologue. Cherchez pas, il y a pas besoin de diplôme précis en fait pour être politologue. Politologue, c'est bon tu travailles un peu sur la politique, t'as des théories, t'es politologue. On s'en fout que t'aies un master en histoire, que t'aies fait Sciences Po, que t'aies fait sociaux. On s'en fout. Ceux qui ont des diplômes en sciences politiques, vraiment en sciences politiques, eux ils disent qu'ils sont politistes. Politologue, tout le monde a le droit de dire qu'il est politologue si tu veux un petit peu. Donc, moi je suis politologue. Je m'en fous. C'est un peu le principe, il n'y a pas que les bourgeois qui ont le droit de se donner des titres comme ça, je m'en fous moi aussi. Je me donne un titre,
et je suis politologue. Mais bon, ça a pas tenu longtemps sur le Twitter officiel d'Europe Écologie Les Verts. Il y en a qui ont dit mais attendez, il est pas politologue. Ils ont supprimé, ils ont refait. Bon, tant pis, on aura essayé. Maintenant, je vais le dire à chaque fois quand je me présente. As-tu vraiment besoin d'un titre? Moi, j'ai envie d'avoir un. C'est pas que j'ai besoin, c'est que j'ai envie. Et il y en a qui le font. Comme naturopathe, ouais, il y a beaucoup de politologues dans le chat, j'imagine aussi. Hein, je vois qu'il y en a un qui dit moi aussi je suis politologue. Très bien. Fini le syndrome de l'imposteur. Exactement. Je veux pas avoir le syndrome de l'imposteur, je veux être un imposteur et l'assumer pleinement. Voilà. C'est pas pareil. Donc, le rapport de force, là on va se faire plaisir. Le rapport de force s'inverse entre saisonniers et employeurs. C'est sur lemonde.fr, donc un article de Marjorie Kessac, ou Cessac peut-être. Vu les besoins importants liés à l'été, les salariés défendent désormais leurs exigences. Les employeurs n'ont plus d'autre choix que de s'adapter. Et oui, c'est ça le marché du travail. Vous avez besoin de gens pour servir vos crêpes là l'été. Et s'ils veulent pas venir, il va falloir être un peu plus gentil avec eux. Déjà pour ceux qui prennent la peine de venir. Enfin, arrêtez de leur dire si t'es pas content, il y en a 10 derrière qui attendent. Parce que c'est pas vrai, il y en a plus 10 derrière qui attendent. Donc on est obligé de leur parler autrement. On va voir comment ça se passe sur le terrain grâce à ce petit article de Marjorie Cessac. Un serveur saisonnier dans un bar à Nice le 31 mai 2022. Eh oui, il y en a, j'imagine, dans le chat qu'on fait ce boulot de serveur, serveuse. Les rapports de force sont un petit peu changés et c'est pas plus mal. Donc on va se faire plaisir, on va lire ça. Et puis article plus grave, plus dramatique, un article du Monde Diplo, traversée d'un désert médical. Pour la droite et l'extrême droite, le soulèvement des quartiers populaires témoignerait d'une forme d'ingratitude. Les émeutiers détruisent ce que l'État fait pour eux alors même qu'il abandonne les zones rurales. Hein. Évidemment, l'État donne tout aux banlieues, c'est bien connu, les banlieues ont tout, alors que les zones rurales n'ont rien. Les uns incendient leur médiathèque pendant que les autres survivent dans des déserts médicaux. Mais en Ardèche, d'autres raisons expliquent que les habitants sans médecin traitant soient si nombreux. Donc on va aller regarder en Ardèche, un des pays... Oh merci Anastasia Promtep. On va regarder en Ardèche, qui est un des départements, celui qui est le moins desservi par le train, vu qu'on va parler du train aussi, ça a peut-être une incidence, donc qui est un peu perçu comme une sorte de trou du cul de la France, hein, clairement. Moi je le sais d'autant plus, hein, mon daron vient d'Ardèche, j'allais passer souvent mes étés en Ardèche. C'était un refuge à l'époque ça a été un refuge pour les protestants, l'Ardèche en l'occurrence. Et parce que c'est un peu loin, c'est pas très desservi, etc. Et donc du coup, du côté de mon père, c'est famille de protestants plutôt. Donc pour la droite et l'extrême droite, le soulèvement des quartiers populaires témoignerait d'une forme d'ingratitude. Bon, ça on l'a dit. Donc on va parler de comment se soigner en Ardèche quand il n'y a pas de médecin. Pourquoi ils viennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de train? On ne sait pas. Si vous venez d'arriver, bienvenue. J'ai juste fait le menu du jour. Je le rappelle vite fait. On va parler d'abord des attachés parlementaires et des députés surtout insoumis, des néo-députés insoumis, ceux qui n'étaient pas ni dans les frondeurs des insoumis, ni dans le premier cercle de Mélenchon, ceux qui sont un peu dans le ventre mou du groupe parlementaire insoumis. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux pendant cette année, cette première année de mandat? Ensuite, on va parler du prix des billets de train, comment ça se fait que ce soit cher, pas cher, cher en l'occurrence. Et des saisonniers, des employeurs, pour terminer par le désert médical en Ardèche, donc un petit peu plus social aujourd'hui comme menu. Un petit peu moins politique, un peu moins popole. Pourtant, il y avait des trucs intéressants. Hein. Il y avait vraiment des trucs intéressants. Dans Le Monde, il y a un article. Dans Libération, il y avait un article sur Ségolène Royal qui apparemment, elle a annoncé qu'elle allait sur C8, hein, devenir, je sais plus, chroniqueuse pour Hanouna, je ne sais plus. Donc voilà. Il y a un article sur la trajectoire de Ségolène Royal. Il paraît qu'elle aurait les européennes de 2024 dans le viseur. Pour qui? Pourquoi? Peut-être pour les insoumis, on ne sait pas. Elle a déjà donné des gages au parti de Mélenchon. Et de toute façon, le PS ne veut plus d'elle. Donc je sais pas où elle en est avec Olivier Faure. Mais c'est pas cet article que j'ai choisi parce que ça, c'est vraiment de la popole, de la politique politicienne. C'est un peu moins intéressant. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de social. Donc on va commencer tout de suite avec cet article sur les insoumis, et après on bascule sur 100% le social. Donc merci d'être là, on est là, il est 16h, on est là jusqu'à peu près 18h, 18h30, quelque chose comme ça. On va essayer de voir le temps qu'on aura. Moi ça va, je suis en forme, j'ai mangé, j'ai du café, tout va bien, j'ai assez dormi.
Je me suis dit, je peux repartir, je peux faire ça maintenant, comme ça après ce sera l'heure de l'apéro, peut-être que je vais sortir boire l'apéro, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est l'été, il fait très chaud. Voilà. Tu régales cet été. Oh, j'ai pas fait grand chose, hein. Franchement, là, depuis le début de l'été, j'ai fait un stream par semaine. J'essaie de me motiver à en faire plus, mais faut que je trouve la motive, faut qu'il fasse pas trop chaud. Oh là là, je suis devenu pénible, hein. Je suis devenu picky. Donc, de l'affaire Quatennens à la banalisation de l'extrême droite, les nouveaux députés de la France Insoumise, élus en juin 2022, ont courbé l'échine et fait front dans l'ombre des figures du mouvement pendant un an. Face à la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, ils disent leur inquiétude et leurs aspirations. Et donc c'est un article de Mathieu Dejean sorti aujourd'hui sur Mediapart. Toute une nouvelle génération de députés de la France Insoumise se souvient du 16 mars 2023 avec un mélange d'amertume, de fierté et de réconfort. Ce jour-là, quand Elisabeth Borne est montée à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire adopter la réforme des retraites sans vote, hein, t'imagines, t'as été député, c'est ton premier mandat de député pour les Insoumis, et là tu te manges 49.3 sur 49.3, parce qu'évidemment celui pour la réforme des retraites c'était pas le premier, ça devait être au moins une série d'une dizaine de 49.3. En rang serré, ce jour-là, quand Elisabeth Borne est montée à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire adopter la réforme des retraites sans vote, les Insoumis se sont levés d'un bloc, pancarte en main, en rang serré, ils ont entonné la Marseillaise, sous le regard ébahi de leurs collègues et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et celui satisfait de Jean-Luc Mélenchon, présent en spectateur. Il avait une petite carte pour rentrer, alors on peut... Ah non, il n'y a pas la vidéo. Il n'y a pas la vidéo, ils ont juste mis le lien vers un autre article. Merde, parce que là, Elisabeth Borne, elle a dit « Ça suffit le sbeul, ça suffit !» La chef du gouvernement, décontenancée, s'est époumonée en vain. Le Rassemblement national, médusé, est resté muet. C'est un chant qui a l'avantage d'être long. Savoure a posteriori Florian Chauche, 39 ans, député LFI du territoire de Belfort, dans un sourire matois. Quand on se réapproprie ces symboles de la République, trop souvent récupérés par le RN qui est en total décalage avec cette histoire, c'est le peuple qui se les réapproprie à travers nous, revendique sa collègue Élise Le Boucher, 40 ans, députée de la Sarthe. Ils sont pas très vieux, hein, tous ces nouveaux députés. Donc voilà, photo, tout le monde est content, 64 ans c'est non, marseillaise. Inconnus du grand public, ces deux camarades ont battu le RN au second tour des législatives de juin 2022 à 505 et 88 voix près, donc c'était chaud, respectivement dans l'ancienne circonscription de Jean-Pierre Chevènement, le territoire de Belfort, et dans celle de François Fillon, la Sarthe, puis Stéphane Le Foll. Ils ne connaissent personne du noyau dirigeant de LFI, ils ne connaissaient personne avant de débarquer à Paris. Comme des dizaines, et d'ailleurs ceux de Paris ne les connaissaient pas plus. Comme des dizaines de leurs collègues, alors je rappelle leurs noms, et on va parler donc de Florian Chauche et de Élise Le Boucher, voilà. Inconnus du grand public, ça on l'a dit. Comme des dizaines de leurs collègues élus la même année, pour beaucoup novices en politique, ils n'avaient pas de responsabilité à LFI jusqu'ici et n'ont jamais vécu de la politique. Rien ne prédestinait ce fonctionnaire territorial et cette éducatrice spécialisée à être propulsés dans le chaudron de l'Assemblée nationale au moment où la gauche a plus que jamais le poids de l'histoire sur ses épaules. Le scénario à l'italienne, d'une gauche qui n'est plus que résiduelle, a beau avoir été momentanément déjoué, le risque d'une victoire de Marine Le Pen en 2027 se rappelle à eux tous les jours. De l'autre côté de l'hémicycle, 87 députés RN leur font face. Oui. C'est vrai que c'est un moment pas très réjouissant pour devenir député, je l'avoue. Je pensais qu'avec... alors, l'histoire de leur début de mandat est celle d'une lutte existentielle dans une zone de turbulence permanente. Les bénéfices des 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, le groupe LFI est passé de 17 à 75, et la NUPES totalise 156 sièges, se sont rapidement heurtés à la réalité d'une législature inflexible et d'un pouvoir sans scrupules. Alors là, pouvoir sans scrupules, il y a un lien vers... un article d'Edoui Plenel, on reprend une formule du chef, qui avait dit « Ce président sans scrupules égare la République ». Emmanuel Macron a revendiqué n'avoir aucun scrupule, après avoir piétiné les droits du Parlement, en recourant au 49.3 pour éviter le rejet de sa réforme des retraites. Cet aveu éclaire le projet d'une présidence qui, loin de faire barrage à l'extrême droite, lui ouvre la voie en accoutumant la France à sa violence antidémocratique et à son idéologie anti-égalitaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils disent sans scrupule, et donc en fait c'est une citation qui vient carrément de Macron qui avait dit « Eh oui, non, je n'ai aucun scrupule, je m'en branle, on fait ma réforme comme j'avais dit ». Donc, les rêves de reparlementarisation de la vie politique se sont évanouis. Souvenez-vous qu'en début de mandat, ça se disait beaucoup, c'était « Ah bah voyez, vu que Macron n'a qu'une majorité relative, tout va enfin de nouveau se jouer au Parlement, mon cul, avec le 49.3, il n'y a pas besoin en fait de ce Parlement ».
Donc, je pensais qu'avec cette opposition forte, le gouvernement serait plus à l'écoute de nos propositions. Mais la Macronie ne concède rien. C'est une bataille pied à pied, au quotidien. Et en face, on a un RN tiré à 4 épingles qui ne bronche pas, ne fait pas de propositions et semble tirer profit de la situation. Résume Florian Chauche, un pins de la cocarde tricolore rivé à la veste, une habitude chez les députés insoumis. On voit qu'il réactive beaucoup l'imaginaire de la Révolution française. Donc la Marseillaise rentre aussi dans ce délire-là, quoi. C'est nous les vrais républicains, c'est nous les vrais héritiers de la Grande Révolution, de la Révolution de 1789 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment celle de 93, dont se réclame aussi, qui n'a jamais trop été appliquée, hein, mais dont se réclame Antoine Léaumont, qui en fait des caisses sur Robespierre, qui veut réactiver la figure de Robespierre et tout. On voit que voilà. Donc là, ils ont une petite cocarde, c'est très bien. Le 21 juin 2022, jour de leur entrée au Palais Bourbon, Jean-Luc Mélenchon avait prévenu ses nouvelles têtes dures que rien ne leur serait épargné. Ah bah ça, tu peux pas te planter avec ça. 1 an et 11,49,3 plus tard, ah bah j'avais pas tort, hein. Celui de la réforme des retraites, c'était bien le 11e du coup. Les insoumis ont encaissé les chocs politiques internes, l'affaire Quatennens, la mise à l'amende de figures historiques du mouvement, et externes. Ah oui, la mise à l'amende de figures historiques, c'est les Autain, Ruffin, Garrido, Corbière, et puis, Coquerel peut-être aussi. Et externes, donc la mise à l'amende, voilà, les chocs internes politiques, donc l'affaire Quatennens, les frondes internes, je dirais, et les chocs externes, la défaite sociale sur les retraites, la normalisation du RN, la tentative d'exclusion de LFI de l'arc républicain par une majorité relative qui reprend les mots de l'extrême droite, notamment la France incendiaire, qui était une proposition de l'extrême droite qui a été reprise avec entrain, hein, notamment par Aurore Berger, qui dit maintenant LFI c'est la France incendiaire. Malgré les bourrasques de la politique spectacle et d'un système à bout de souffle, la 5ème République, et d'un système à bout de souffle, la 5ème République, bon ça on en a suffisamment parlé ici, ces élus s'attachent à toujours se rappeler pour qui ils sont là. Ça c'est un bon mantra, hein, de se rappeler, je suis un élu du peuple, je suis là pour le peuple, je suis là pour le respect de la République sociale. Donc, ils se rappellent pour qui ils sont là, on le voit dans la façon dont ils s'expriment dans l'hémicycle, on s'adresse aux gens pour qui on se bat, dit Élise Le Boucher. Celles et ceux qui, à gauche, siègent depuis 2017 conviennent que cette nouvelle législature est autrement plus féroce politiquement. C'est vrai que le climat n'est plus le même, je pense que 89 députés RN, ça change un peu l'ambiance aussi, ça doit jouer. Et puis l'arrogance des macronistes est à son paroxysme. Crise de croissance, de maturité ou de leadership à LFI d'un côté, avènement d'une démocratie autoritaire de l'autre. Donc il y aurait une crise de croissance, ça fait référence à un article. C'est vrai que passer de 17 à je sais plus, 70 députés, c'est pas mal. C'est Fabien Escalona qui avait fait un entretien avec le chercheur Manuel Cervera Marzal, qui lui avait sorti un bouquin, qui est un spécialiste du populisme de gauche, et qui avait sorti un bouquin sur la France Insoumise. Et apparemment, la France Insoumise, tu l'aimes ou tu la quittes, mais tu ne la changes pas. À la France Insoumise, on fait comme Jean-Luc a dit. Et voilà, il n'y a pas trop d'espoir de changement interne, donc tu te retrouves là-dedans. D'où la crise de croissance, crise de maturité, crise de leadership à LFI d'un côté, avènement d'une démocratie autoritaire de l'autre. La nouvelle cohorte insoumise plonge dans les eaux glacées de l'arène politique dans une ambiance bousculée. Le 16 mars 2023, quand, impuissant face au 49.3, le groupe a surpris son monde, faisant la une du New York Times le lendemain. Ah ouais ? Putain, je savais même pas. Donc le truc avec la Marseillaise, hein, le 16 mars, c'est ça. La réforme des retraites à la une, New York Times. Et c'est vrai, regardez, c'est tout petit, mais c'est là. C'est vrai. Donc ouais, c'est le 49.3 en fait qui a fait la une du New York Times et la réaction des oppositions de gauche, du coup. Donc au moins a-t-il fait corps et marqué les esprits positivement après des mois de discorde, hein, on parle du groupe insoumis, apprécie les néo-députés qui tenaient à une forme de solennité. Au moment où les relations se sont refroidies entre le premier cercle de Jean-Luc Mélenchon et certaines figures historiques de LFI, Autain, Ruffin, Corbière, Garrido, la presse s'est souvent interrogée sur les inclinations de ces élus encore anonymes. Et oui, et pour qui ils penchent ? Parce qu'on se souvient que quand il y a eu l'affaire Quatennens et que le groupe parlementaire a dû se prononcer, a dû voter ou non l'exclusion, c'était une petite majorité d'une courte tête. Hein. Le groupe était vraiment... il me semble qu'il y a eu il y a eu des votes assez divisés, presque du 50-50. Hein. Rencontré par Mediapart au cours du mois de juin, lire la boîte noire,
Il rapporte, ah oui, donc c'est pour dire que ces nouveaux députés là ont été interrogés au mois de juin. Il y avait peut-être pas encore les événements Naël, tout ça. Il rapporte une perplexité inquiète sur les vicissitudes du mouvement, un attachement à l'union de la gauche et une fidélité à Jean-Luc Mélenchon qui reste pour eux un camarade lointain. Hein. Ils comptent les heures de discussion avec lui sur les doigts d'une main. Ils résistent donc aux classifications qu'aiment tant les journalistes politiques. Donc leur boussole, c'est bon, quand même, Mélenchon, c'est Mélenchon. Hein. On lui enlèvera pas ça. On est d'accord que sans lui, on serait pas là. Il y a un peu de ça chez eux, évidemment, une fidélité qui est renouvelée, mais un attachement à l'union de la gauche, peut-être par rapport à d'autres manœuvres internes, et puis aussi par rapport au fait que ils voudraient pas que ça pète, quoi. Même si c'est Mélenchon qui veut que ça pète. Donc voilà, c'est une hypothèse, évidemment. Donc, je me pose beaucoup de questions. Comment être les plus efficaces du point de vue parlementaire? Quelle image on renvoie et on construit pour la suite? Face aux tensions internes, il faut trouver des méthodes d'intelligence collective pour faire mieux, comme disait un homme illustre. Relate ainsi Maxime Lenné, député de Seine-et-Marne, faisant allusion à l'expression du triple candidat à la présidentielle le soir du premier tour en 2022. Un peu lassé par les escarmouches médiatiques, cet instituteur formé par François Delapierre, l'ancien bras droit de Mélenchon décédé en 2015 au parti de gauche, a regardé passer les balles entre les deux camps insoumis en espérant la trêve. Voilà. Bon, quand les esprits s'échauffent sur la boucle Telegram du groupe parlementaire, où Jean-Luc Mélenchon peut parfois être brutal, les nouveaux venus scrollent pour aller directement au dernier message. Voilà, ils regardent pas, ok, le vieux il s'énerve, il glisse. Les plus férus d'histoire racontent que Jean Jaurès est resté silencieux pendant 1 an dans l'hémicycle avant de monter à l'assaut du ciel. On est un certain nombre à avoir eu cette attitude, sourit Sébastien Rome, député de l'Hérault, ancien directeur d'école à l'ODEV et jaurétien revendiqué. La génération Mélenchon à l'heure de l'émancipation. En rembobinant l'année écoulée, beaucoup se voient ballottés par les événements. En interne, un épisode a particulièrement marqué les esprits, évidemment celui de l'affaire Quatennens. Jean-Luc Mélenchon espérait que le député du Nord prenne sa succession. Mais les violences conjugales reconnues par ce dernier, qui a plaidé coupable et été condamné pour ces faits, ont mis un coup d'arrêt à ce plan. Le verrouillage de la direction de LFI, qui a reconnu un manque de diversité des profils a posteriori, mais sans encore corriger le tir, et la valse du bureau du groupe, où Clémentine Autain et Alexis Corbière ont refusé de siéger, en sont des répliques. Donc ça, c'est les réorganisations, bon part à la tête du parti, on change les noms, on change les têtes, il n'y a pas Ruffin, machin. Bon, c'est pas comme ça que les choses devaient se passer. Euphémise Sébastien Rome. Chacun avait une place, tout a été rebattu, ça a déstabilisé tout le monde, humainement surtout. Pascale Martin, la députée de la Dordogne, militante féministe, qui avait désapprouvé le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon invisibilisant l'épouse d'Adrien Quatennens, a laissé sa place au bureau du groupe. C'était l'une des rares à ne pas venir de l'appareil. J'ai été percuté. Je me suis beaucoup interrogé, témoigne pour sa part Élise Le Boucher. Ma boussole, c'est le programme, qui est le plus féministe car il est le plus émancipateur pour les femmes. Je me focalise là-dessus. Ça, ils sont beaucoup, évidemment, je disais, fidélité à Mélenchon, fidélité à l'union de la gauche, à la NUPES, et puis fidélité au programme. Identifié comme d'autres néo-députés à la génération Mélenchon, Sylvain Carrière, 32 ans, il est tout jeune, élu de l'Hérault, convient d'un moment difficile à vivre. On aurait toujours pu mieux gérer, mais on a eu le mérite de ne pas mettre le sujet sous le tapis. Je choisis pas de clan, sur le fond on est tous d'accord, dit cet ancien commercial dans le secteur animalier. Ouais, alors sur le fond peut-être, mais sur l'opportunité, qui reviennent aussitôt, etc. Bon, je parle de Quatennens. Cet ancien directeur commercial dans le secteur animalier qui se balade avec l'humanité sous le bras et le triangle rouge de la résistance à la boutonnière, on aurait gagné à faire un travail d'introspection comme on fait une thérapie familiale. On était dans l'extime par opposition à l'intime, ce qui est le plus intérieur tout en étant extérieur, NDRL, note de la rédaction. C'était le philosophe Jean-François Coulombe, député de Savoie, qui dit ça. L'inverse d'intime, c'est extime apparemment. Moi je ne sais pas, je ne suis pas philosophe, je ne suis que politologue. Dans la mêlée, sur l'affaire Quatennens, comme dans la bataille des retraites, ils estiment que le groupe a gagné en souveraineté et en savoir-faire dans la gestion des conflits. Donc en souveraineté, j'imagine que c'est par rapport, y compris à Mélenchon en fait. C'est-à-dire, est-ce que Mélenchon a complètement la main sur le groupe? Vous voyez que quand ils font les pancartes, Mélenchon, il est dans les balcons là à regarder. Il est sur la boucle Telegram des députés. Bon, voilà. Donc eux, ils estiment avoir gagné en souveraineté quand même dans cette affaire, puisque c'est le groupe parlementaire qui a dû trancher sur l'exclusion, puis la réintégration d'Adrien Quatennens. Je sais pas s'ils ont voté sur la réintégration, mais en tout cas, ils ont voté sur la durée de l'exclusion, ça c'est sûr. Ils rappellent qu'ils ont pu voter pour décider de la sanction à appliquer à Adrien Quatennens, ou de l'opportunité d'aller ou pas à l'article
7. C'est vrai qu'il y avait eu ça, voilà, c'est là où ils étaient à 50-50. C'est là où ils étaient à peu près à 50-50. L'opportunité d'aller ou non à l'article 7. Souvenez-vous, c'était d'aller jusqu'à l'article sur les 64 ans, là. Et les syndicats voulaient qu'on aille à l'article, les autres groupes de la NUPES voulaient qu'on aille à l'article, ce qui n'était pas le cas au début, mais il y avait eu un changement une semaine avant. Enfin bon, si vous avez suivi, c'est pas très intéressant. Et puis vous connaissez l'histoire si vous avez suivi. Donc bon, pourtant, dans le premier cas, JLM ne voulait pas de vote, dans le cas de l'affaire Quatennens, et dans le deuxième, sa position ne l'a emporté qu'à une voix près, et on l'imagine grâce à quelques SMS et quelques coups de fil du vieux qui se réveille, qui dit « Eh oh 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 !» Et vous voyez, c'est 26 pour, 25 contre. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a voté. Donc il a fallu que Mélenchon disait « Vous allez voter, là, ils sont pas nombreux. Voilà, on peut gagner. » Plusieurs élus y ont vu la démonstration d'un relâchement du lien entre l'ancien député des Bouches-du-Rhône et le groupe LFI. C'est vrai que les députés vont le voir et qu'ils plaident dans un sens ou dans l'autre, mais à la fin, c'est le groupe qui décide, estime Maxime Lenné. Les nouveaux insiders de LFI doivent beaucoup à celui qu'ils appellent parfois Tonton. Oh merde, ils l'appellent pas le vieux ? Tonton, ouais, Tonton, ça fait vraiment... de toute façon, les deux, ça fait Mitterrand, hein, mais bon. Il aurait pu être président, a réussi à donner à la gauche une dynamique inédite en Europe, en dépit de sa culture de la conflictualité à laquelle je me suis rallié alors que c'était pas mon tempérament de base, dit Jean-François Coulombe, donc c'est le philosophe ça, qui s'est imposé en juin 2022 face au numéro 2 du Modem, Patrick Mignola. S'ils estiment qu'il occupe désormais la place d'un philosophe politique, d'où sa place à la Fondation La Boétie, là, tout ça, plutôt que celle d'un leader, ils jugent aussi que dans l'immédiat, si l'élection présidentielle avait lieu demain, il serait peut-être encore le meilleur candidat. C'est vrai que si ça avait lieu demain, oui, c'est pas faux, hein. Il est quand même appelé le vieux, il est quand même plus appelé le vieux que Tonton, nous dit Hello Grise, qui connaît un peu les insoumis. Beaucoup de jeunes se sont intéressés à la politique grâce à lui. L'âge moyen du groupe n'est pas étranger à ça, donc en effet, il y a des trentenaires, des quarantenaires, et Mélenchon qui arrive, qui quitte le PS en 2008 ou 2009, 2008 je crois. Évidemment, ça correspond à un moment où il a attiré des gens, des jeunes, et il a formé, il y a une génération Mélenchon, il y a même un bouquin qui s'appelle Génération Mélenchon, et je crois que ce bouquin, il est d'Adrien Quatennens, si je ne me trompe pas. Comment s'appelle ? C'est qui qui a écrit le bouquin Génération Mélenchon ? C'est Quatennens, hein, qui est vraiment, à mon avis, très représentatif de cette génération. C'est ça ? Tonton, ça fait un peu mafia. Oh non, c'est familial, oui c'est ça, et merci RSA Roleplay. Donc, beaucoup de jeunes sont intéressés à ça, observe Sylvain, à la politique grâce à lui, observe Sylvain Carrière, un avis partagé par le député de Loire-Atlantique Andy Kerbrat, lui aussi âgé de 32 ans, qui est tout de même sorti de l'idéalisation qu'il pouvait avoir vis-à-vis des figures du mouvement, ce qu'on peut bien comprendre, hein. C'est vrai que quand tu le vois en meeting et tout, ça, il est beau, il est philosophe, il est beau, il parle bien, c'est le tribun et tout, et puis il peut être teigneux, mais surtout dans les affaires internes et tout, il peut être odieux aussi, il sait être odieux, manipulateur et tout ce que tu veux. Donc oui, en effet, au bout d'un moment, tu sors de l'idéalisation, mais il n'empêche que c'est aussi le grand homme de la gauche. Donc tu gardes quand même ça. Il a été un professeur politique, indique le jeune député, passionnant, simple d'accès et en avance sur les questions de genre, militant queer et LGBT, hein, le jeune député. Ses interviews, son blog, ses vidéos... Je crois qu'il a fait une intervention remarquée à l'Assemblée, Andy Kerbrat. Alors je sais pas si on dit Kerbrat ou Kerbrat, notamment sur les questions trans, des droits des personnes trans. Donc, ses interviews, son blog, ses vidéos, c'était comme suivre des cours à distance, poursuit cet ancien chargé d'assurance dans un call center qui dit avoir raté ses études. Ah bah voilà, et on retrouve le call center, le ratage d'études, il est comme moi, Andy, il est comme moi. Et sans doute aussi comme Adrien Quatennens, hein. Mais je crois qu'Adrien n'a pas raté complètement ses études. Maxime Lenné rapporte une discussion récente avec un militant communiste qui lui expliquait regretter que Jean-Luc ne soit plus à l'Assemblée. Il y a une nouvelle génération, il faut qu'elle s'émancipe, a-t-il répliqué. Parce qu'il y a le nouveau communiste qui fait « Ah bah il manque, hein, Jean-Luc. Hein. » Mais acculé par la cadence des réformes et l'enchaînement des crises, cette nouvelle génération n'en a pas eu le loisir de s'émanciper, de chercher sa propre identité, de chercher quel chemin elle va pouvoir tracer elle-même. Elle a dû rester groupée suivant la consigne mélenchonienne. Le groupe insoumis s'est donc souvent contenté de suivre la stratégie mouvementiste. Même s'ils ne détonnent pas autant que leurs collègues plus médiatiques, nos interlocuteurs assument une praxis de députés militants. Comme les macronistes ne peuvent pas nous contredire sur le fond, ils le font sur la forme, en oscillant entre deux représentations de nous, des gamins et des violents.
Il ne faut pas en rabattre, on ne veut pas être une gauche sans décibels. La droite n'a jamais incarné une opposition tranquille et sage quand la gauche était au pouvoir, c'est vrai, hein. Quand on dit « ouais, les insoumis savent pas se tenir », regardez des images de comment se tenait la droite quand Lionel Jospin était au pouvoir. Ça hurlait, t'avais les fameuses images où t'as l'autre qui hurlait à Christine Boutin sur le Pax, qui finissait en pleurs, enfin, bon, je veux dire, c'est pas un monopole des insoumis de foutre le cirque à l'Assemblée. Pour autant, ces élus se soucient de ne pas toujours passer uniquement pour ceux qui crient. Une image qui perce davantage en dehors de l'hémicycle que leurs propositions. Ça, c'est vrai. Ça perce. Les gens retiennent que les députés LFI, c'est ceux qui savent pas se tenir. Que les députés LFI, ils se débraillaient, ils gueulent, machin. Et l'opposition est toujours faite avec les députés RN qui, eux, sont le doigt sur la couture du pantalon, la cravate bien alignée. Christine Boutin qui voulait aller se battre avec Lionel Jospin, nous dit Rextrême. Le problème, c'est que cette image, il y a le grand public qui peut avoir cette image, mais il y a, mine de rien, leurs collègues de la NUPES sont parfois un petit peu agacés aussi, quoi. Parce que leurs collègues de la NUPES, socialistes, écolos, PCF, je sais pas, mais socialistes et écolos sont là, putain, regardez, on passe pour quoi, la NUPES, on passe toujours pour les exciter à cause des insoumis, gna 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 gna, ça râle sur les insoumis, hein, je peux vous dire. Une image qui perce davantage en dehors de l'hémicycle que leurs propositions. Depuis la mort de Naël, l'efficacité de l'offensive réactionnaire les inquiète. On se fait bouffer. L'extrême droite crante. Et pas qu'à l'Assemblée nationale. Et oui, l'extrême droite allait cranter. Donc, crante, ça veut dire, vous savez, grimpe d'un cran, et à chaque fois, en fait, tu redescends pas, quoi. Il y a un effet de cliquer. À chaque fois qu'elle monte, on l'a pas vu redescendre massivement depuis longtemps. Donc, elle marque des points. L'enjeu pour nous dit Damien Maudet, 26 ans, député de Haute-Vienne, c'est de ne pas se retrouver diabolisé. Sinon, on en prend pour 30 ans. Depuis des mois, le Limougeot, il vient donc Damien Maudet, 26 ans, député de Haute-Vienne, tient consciencieusement un carnet de bord pour pouvoir se refaire le film. Intranquille, il s'est plongé dans l'histoire de Léon Blum, le leader du Front Populaire, qui faisait face à la montée des périls. Au moment, voilà, vous connaissez la série de Philippe Collin, si vous ne connaissez pas l'histoire de Léon Blum, le podcast de Philippe Collin, je pense que tout le monde, il a beaucoup tourné évidemment sur Twitter, dans les cercles de gauche, mais si vous ne connaissez pas, écoutez ça, hein. Vous allez sur l'appli, c'est l'équivalent de Pleuz pour Radio France, et vous cherchez Léon Blum, vous allez trouver la série en 8 ou 9 épisodes d'1 heure, voilà, allez écouter ça. Donc en effet, lors de la montée des périls, intranquille, donc lui, voilà, c'est logique, hein, tu regardes dans ce cas-là, tu fais, bon, comment ils ont fait mes illustres prédécesseurs quand l'extrême droite gagnait du terrain ? Au moment où tout flanche, le jeune ruffiniste, un des rares insoumis à l'être clairement, comme Christophe Bex, député de Haute-Garonne, désespère de voir que la gauche ne se serre pas davantage les coudes. Donc c'est un ruffiniste, Damien Maudet, comme Christophe Bex. Christophe Bex, je vois qui c'est. Alors que le bloc libéral s'effondre, le discours médiatique dominant tente à nous présenter comme complices des violences urbaines. À force, les électeurs de ce bloc vont avoir moins peur de Le Pen que de nous, analyse-t-il. Ah, on voit que c'est un ruffiniste, hein. Et si la nouvelle vague insoumise prend son temps, elle avance discrètement avec des visions stratégiques adaptées à ses récents bastions. Certains viennent de la France des petites villes et des villages, que Ruffin identifiait comme le trou de la raquette de LFI aux dernières élections. Pour Damien Maudet, l'enjeu de l'implantation est primordial, pour résister à l'influence culturelle du RN. Mon inquiétude, c'est le jeune ruffiniste qui parle. Il dit « Mon inquiétude, c'est qu'on ne peut pas attendre 2027 pour mettre des garde-fous à la montée de l'extrême droite. Il faut reconstruire des corps intermédiaires. On ne peut plus être dans une stratégie uniquement jacobine. » Donc il veut dire jacobine dans le sens tout se joue à Paris, tout se joue à l'Assemblée nationale, tout se joue à la tête de l'État. Non, il faut qu'il y ait des pouvoirs locaux, il faut les incarner, il faut incarner un contre-pouvoir à l'échelle du territoire. Dans l'Hérault, où il a gagné face au RN au second tour, Sylvain Carrière s'y emploie, labourant sa circonscription, revenant dans chacune des 14 communes en dehors de Montpellier où il avait du retard. Depuis 1 an, le regard qu'on porte sur moi a changé. Dans un électorat qui avait une très mauvaise image de LFI, des gens me disent avoir voté RN pour s'opposer à Macron et en revenir. Ah, ça c'est bon, ça. Bon, après, il y a ça vaut pas une étude sérieuse, mais bon, ce que les gens disent. Mais bon, c'est marrant qu'on lui ait dit, ouais, j'ai voté RN pour faire chier Macron, mais c'était peut-être pas une bonne idée. De toute façon, on sait qu'il y a, je crois qu'il y a eu
je sais plus, 20-30% de report de voix. C'est pas énorme, hein. 20-30%, 20% je crois de report de voix entre le premier tour, qui ont voté Mélenchon au premier tour et Le Pen au deuxième. C'est pas un énorme report, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont les chiffres en tête, mais ça avait été estimé à l'époque. Et il me semble que c'était pas si énorme. Donc, mon patron a voté à droite toute sa vie, et pour la première fois il a voté à gauche, affirme-t-il. Bon, lui il est enthousiaste, hein, Sylvain Carrière, c'est bien. Vous savez... Non, vous avez pas les chiffres. On parle de Léon Blum, une vie héroïque, absolument tabou agréable. Tout à fait. 20% c'est beaucoup quand même. Bah faut regarder les autres, hein. Regardez ce qu'ont voté les autres groupes. Le report Le Pen est vraiment pas si haut. 30% c'est pas négligeable non plus. Ah, 18% on me dit le chiffre exact. J'ai dit 20-30, c'est plutôt 18, tant mieux. Livneg me dit ça dans le chat. Donc, quelque chose se met en place à LFI, à Bonde Sébastien Rome. Cette année, on était dans l'héritage du travail fait par les 17, les 17 précédents députés, qui étaient plutôt issus de milieux urbains. Maintenant, on est plus nombreux à venir de la France des sous-préfectures. Cette parole va émerger, et tout le monde n'a plus fait Sciences Po, etc. C'est bien, c'est bien. Cette parole va émerger, elle va tenir les deux bouts des classes populaires, qu'elles soient dans les quartiers des grands ensembles ou dans les petites villes et les territoires ruraux. Souvent, ce sont les mêmes personnes à des moments différents de leur vie. Déconstruire le front républicain à l'envers, qui s'érige toujours plus ouvertement contre la NUPES, n'est pas une mince affaire et ne se fera pas en un jour. Alors, est-ce que ça va suffire de mobiliser des symboles de la Révolution française, etc., pour dire regardez, c'est nous les vrais républicains? Je suis pas sûr. Va falloir l'intellectuel collectif qui manque cruellement aux organisations de gauche contemporaines. Ce ne sera pas de trop, nous dit Mathieu Dejean, et c'est sa conclusion, la conclusion de cet article sur les jeunes députés, les nouveaux députés LFI, et la difficulté qu'ils ont à se positionner, à se choisir, et les défis auxquels ils vont faire face encore durant les 4 prochaines années de cette mandature. Ils sont attachants, ils sont attachants même, je trouve. Ouais, oui, bien sûr, ils sont attachants. Merci Julien, PO, merci Médicis, merci tout le monde. S'il n'y a pas de dissolution avant, bah oui, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer, hein. Putain, 4 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. Bref, bon, ça c'était pour la politique. Pour ceux et celles qui sont arrivés en cours de route, sachez qu'il est... on stream ici depuis 40 minutes à peu près, 35 minutes. On a regardé donc on a lu un article sur les nouveaux députés LFI, du groupe LFI. Et puis on va enchaîner avec du social. On va parler des prix des billets de train à la SNCF. Incompréhensible politique tarifaire de la SNCF, nous dit Libération, qui consacrait sa une aujourd'hui à ces histoires de billets de train. On va essayer de comprendre comment il les calcule, pourquoi, comment, voilà. Pourquoi c'est si cher, pourquoi c'est plus cher que l'avion, etc. Et on va parler du rapport de force qui s'inverse entre les saisonniers et les employeurs, juste après la SNCF. Si vous travaillez dans la restauration, ou si vous avez travaillé dans la restauration, vous allez voir qu'apparemment les choses ont changé ces derniers temps. Et puis, on terminera sur la traversée d'un désert médical, l'Ardèche, qui manque de médecins traitants. Après, on est là, ah bah je comprends pas, il y a plein de monde aux urgences. Bah oui, s'il n'y a pas de médecins traitants, ça veut dire que les gens attendent qu'il soit trop tard pour aller aux urgences, in fine. Donc on va parler de ça, grâce à cet article du Monde diplomatique. Mais tout d'abord, les billets de train. Les billets de train, c'est cher ou c'est pas cher? Quel enfer les saisonniers. Bah non, bah là apparemment ça va mieux pour eux, parce que maintenant que les patrons sont là à dire plus personne veut travailler, on manque de gens, bah très bien, payez-les mieux et surtout traitez-les mieux, apparemment le ton a changé. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, manque de visibilité, explosion des prix, réseau vétuste. Si les Français ont le sentiment que prendre le train est de moins en moins accessible, l'entreprise dément en assurant qu'il ne s'agit que d'une perception, malgré les données de l'INSEE. Que se passe-t-il vraiment ? Un article de Lucie Alexandre et Marie Picmal pour Libé, sorti sur le site internet de Libé hier, mais qui est dans la version papier de Libé d'aujourd'hui. Merci d'avoir choisi le transport le plus écologique. Si vous faites partie des chanceux qui ont encore les moyens de se payer un billet de TGV ou qui ont bénéficié de petits prix en s'y prenant à l'avance, vous entendrez sûrement ce message au haut-parleur en quittant la gare.
Mais si le train est sans conteste le champion des transports en matière de bilan carbone, il s'avère bien souvent plus coûteux que l'avion ou la voiture. Une tendance qui ne semble pas près de s'inverser. Reportage Lucie Alexandre, Marie Picmal. Les prix augmentent-ils vraiment? Vraie question. Est-ce que c'est une perception? Parce qu'apparemment, ça se trouve c'est dans notre tête. On ne sait pas. Ça se trouve c'est l'inflation. Ça se trouve, je ne sais pas. Il en va du prix des billets de TGV comme des chiffres des manifestations qui opposent les données syndicales à celles de la police. Eh bien, deux versions s'affrontent. D'un côté, la SNCF relativise la hausse des tarifs. Certes, ils peuvent pas dire oui, on est cher. Parce qu'il y a un service il y a un service qui gère l'image publique. Tu peux pas officiellement admettre, oui, c'est vrai, on est très cher. Tu peux pas, il faut que tu relativises, t'es obligé, c'est une entreprise commerciale. Hein, donc voilà, elle est dans son rôle en disant non. Certes, admettent-ils, le montant des tickets s'élève de 5% depuis janvier, la faute à l'inflation, et les plafonds dont bénéficient les détenteurs de la carte avantage vont être relevés de 10 € après le 29 août, mais la dernière hausse remontait à 2014. Le prix de nos billets n'augmente pas comme on l'entend, c'est une perception mais pas la réalité. Martèle le service communication, vous voyez, ils disent comme moi, il y a quand même un service communication, avant de dérouler un argumentaire chiffré. Ça a bossé, ils se sont dit, bon attendez, tout le monde nous dit qu'on est cher, Christine, François, vous me faites un petit groupe, vous me sortez un argu, avec un tableau des chiffres, on va perdre tout le monde avec les chiffres, on leur parle d'inflation, on mélange tout, puis c'est bon, on va y arriver. Pendant l'année, un billet vendu sur 2 est à moins de 40 €. 1 sur 2 à moins de 45 sur la période estivale. Nous avons désormais 4,5 millions d'abonnés de la carte Avantage qui bénéficient de ces tarifs préférentiels, énumère-t-on. Bon voilà, les dernières données récoltées. Mais le truc, c'est la carte Avantage, c'est bien. Mais en vrai, il y a quelqu'un qui écrit un pavé là. J'avoue, on est cher de ouf. Entre la SNCF et l'INSEE, la contradiction sur l'augmentation relève de l'emploi de deux méthodologies différentes. La SNCF prend en compte le prix moyen payé par les usagers sur l'année. C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, ce coût, en comptant les cartes de réduction a posteriori, tandis que l'INSEE relève les prix affichés en ligne 60 jours avant la date du voyage, prix a priori qui ont augmenté, ce qui touche notamment les voyageurs occasionnels sans carte avantage. Écoute, merci pour cette précision. Cette précision de bonne aloi, Théo Chasse, parce que j'allais précisément dire que bon, si t'as la carte avantage, c'est que tu voyages beaucoup, mais pour les gens qui voyagent pas tant que ça, qui font un aller-retour l'hiver pour aller voir les parents à Noël et l'été un ou deux trucs de vacances, t'as pas la carte avantage, tu payes plein pot et j'imagine que c'est quand même beaucoup de monde, tous ces gens-là. Les dernières données récoltées par l'INSEE pointent pourtant une hausse des prix de 8,2% en moyenne au mois de juin 2023 par rapport à l'année dernière. Côté température ressentie dans le portefeuille des Français, 6 sur 10 estiment que les tarifs des trains ont augmenté les 3 dernières années, selon un sondage de l'association Réseau Action Climat réalisé par Harris Interactive en avril. Comment expliquer cette apparente contradiction? Alors, est-ce que l'explication va un peu plus loin que ce que nous a dit Théo dans le chat? Je ne sais pas. La SNCF raisonne sur une moyenne alors que le principe du yield management, un système de calcul qui consiste à faire varier les prix en fonction de la demande, compense les billets tarifs réduits avec des billets vendus plus chers. Il qualifie même ça de système Robin des Bois, présenté comme redistributif. Un Paris-Nice doit coûter 75 € pour être rentable. Pour que certains puissent en avoir à 37 €, il faut que d'autres payent 140. Voilà. Et la seule condition, c'est de s'y prendre à temps. Voilà. Nous résume un cadre de la compagnie ferroviaire. Donc c'est pas du tout... Vous voyez, on aimerait que ce soit des critères sociaux, etc. Là, tu pourrais dire Robin des Bois, mais c'est pas du tout le cas. Certes, un tarif maximal est prévu pour chaque trajet, dont le plafond est décidé par le ministère des Transports. Oh bah dis donc. Mais combien de personnes payent leurs billets au montant les plus élevés? Cette proportion s'est-elle accrue depuis 3 ans? On peut pas vous répondre là-dessus, rétorque-t-on à la SNCF. Depuis qu'on est entré dans un système d'ouverture à la concurrence avec la loi de 2018, c'est une donnée commerciale qui pour nous relève du secret des affaires. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, Bruno Gazo, a sa propre réponse. Les trains se remplissent plus rapidement qu'avant, donc les prix augmentent plus vite, donc il y a plus de gens qui payent plus cher. Donc attends, si les trains ils se remplissent plus vite, oui, ça veut dire que si tu t'y prends 10 jours à l'avance, maintenant, ça va te coûter plus cher que si tu t'y prenais 10 jours à l'avance avant, il y a 3 ans. Vu que le train se remplit plus vite, c'est l'explication en tout cas que nous propose Bruno Gazo. Donc ça veut dire que les gens veulent du train, et que les trains ne désemplissent pas.
Au-delà des prix parfois inaccessibles, alors là, moi j'ai vu des billets, moi qui fais beaucoup de Lyon-Paris évidemment, mais moi je me les fais payer en général par les boîtes de prod, les machins, là, ou par Karim Rissouli, quand je suis invité à ce soir, je demande à ce qu'on me paye. En général c'est 150 balles l'aller-retour, mais si tu t'y prends, tu rates ton train ou je sais pas quoi et que tu dois payer plein pot le suivant, ça m'est arrivé de payer 80-90 balles juste l'aller. Parce que t'es coincé à la gare, et là t'es niqué, et t'es en position de faiblesse, de précarité absolue, t'es là, il faut que je rentre chez moi, j'ai nulle part où dormir cette nuit, t'es baisé quoi. Et quand t'es baisé, bam, tu vas raquer pour les autres quoi. Donc, est-ce que c'est un système très très sympa? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et oui, c'est l'avantage d'être politologue, évidemment, on est défrayé très souvent, c'est ça. Karim Rissouli, je parlais de Karim Rissouli, c'est le mec qui anime c'est ce soir. C'est super cher, purée. Bah oui, bah oui. On est pris en otage par la SNCF. Évidemment. Donc, au-delà des prix parfois inaccessibles, les usagers se plaignent d'un système de réservation opaque, dans lequel les règles qui régissent les conditions tarifaires ne sont vraiment pas visibles. Jusque dans les années 60, le coût d'un billet de train était pourtant indexé sur le nombre de kilomètres parcourus. Ça me paraît être assez réglo. De dire plus tu fais de kilomètres, plus c'est cher. En France, le développement du TGV, eh oui, parce que là, c'est pas le même train, il va pas à la même vitesse. Donc il y a un nouveau paramètre. En France, le développement du TGV est le cheval de Troie de la fin du tarif kilométrique unique. À cette période, la SNCF développe des outils socio-économiques pour justifier la rentabilité des projets de construction de lignes de TGV et cherche à concurrencer le secteur aérien en visant la même clientèle de cadres dont le pouvoir d'achat est plus élevé. Là, le Paris-Bordeaux, par exemple. Relate Arnaud Passalaka, historien spécialiste des questions de mobilité. Le principe de réservation obligatoire naît dans les années 80 avec l'arrivée des lignes à grande vitesse. La loi SRU du 13 septembre 2000 délègue enfin la charge des TER aux régions, évidemment. Pécresse, tout ça. Dès lors, l'économie ferroviaire, et chez nous c'est Wauquiez, dès lors l'économie ferroviaire en France se divise en deux branches. D'un côté, les trains régionaux financés par de l'argent public sont gérés par la collectivité, obligation de desserte, tarifs abordables. Il y a déjà votre pognon de vos impôts dedans, normalement. Donc, c'est moins cher. Le TGV, lui, n'est pas subventionné et se doit d'être rentable. Donc là, on voit déjà qu'on s'habitue à dire il y aura un train plus cher que l'autre. La loi de l'offre et de la demande, et donc c'est plus au kilomètre. La loi de l'offre et de la demande qui gouverne les prix de la SNCF conduit naturellement à se questionner. Si les tickets sont plus onéreux, est-ce que c'est parce que les places disponibles, elles sont plus rares? Essor du télétravail ou succès du tourisme hexagonal depuis la pandémie, la fréquentation des trains est effectivement en hausse de 10% depuis 2019. On pourrait même estimer qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de prendre l'avion pour faire des Paris-Bordeaux, par exemple. Et que, du coup, ils demandent aussi davantage du train parce que les gens essaient d'être un peu éco-responsables, je sais pas, j'en sais rien. Ça a peut-être joué aussi, peut-être à la marge. Quant au nombre de rames en circulation, il a chuté d'une centaine depuis 2013 pour atteindre aujourd'hui une flotte totale de 364 hors Eurostar. Bah pourquoi alors ? C'était il y a plusieurs années, à une époque où le TGV était en crise. Désormais, non seulement plus aucune rame n'a été radiée depuis 2020, mais le nombre de places de TGV a augmenté de 13% depuis 2013. J'imagine que ça comprend le fait de prendre des rames de TGV normales, de vider tous les sièges, d'en mettre plus dedans, d'appeler ça TGV Ouigo. Et en effet, je crois qu'il y a plus de places dans un Ouigo que dans une rame de TGV normale. Donc en effet, tu peux augmenter le nombre de places. Si je dis pas de conneries, je vois qu'il y a des experts là-dedans. Théo Chasse qui dit, comme l'indique la SNCF dans ses communiqués de presse, les trains n'ont jamais été aussi pleins. La stratégie d'optimisation tarifaire et de l'utilisation intensive du parc matériel fonctionne au détriment des besoins des usagers. Les places sont plus rares, tout juste acceptées au niveau de tout juste adaptées au niveau de la demande. Ce qui est bon pour les finances de la SNCF, mais ce qui est pas bon pour la qualité pour les usagers du service. C'est-à-dire, t'as des trains pleins, les tarifs sont chers. Ah bah oui, c'est rentable. Mais la question c'est, à quoi sert la SNCF ? Est-ce qu'elle est là juste pour être rentable ou est-ce qu'il y a une petite mission en plus de desserte du territoire, d'aménagement du territoire, de mobilité, y compris pour créer de la croissance? Parce que, mine de rien, la mobilité entre intercités, entre villes, c'est bon pour les affaires, ça crée de la croissance en fait, pour le tissu économique. Là, j'essaye même de penser comme un capitaliste, vous avez vu? Et si on reprivatisait tout ça? Alors, t'as pas compris, tu voulais dire renationaliser, toi, je pense. C'est presque comme si les services publics avaient un intérêt au-delà de la thune. Et oui, c'est fou. C'est fou, c'est fou. À quand les wagons debout? Bah oui. La loi de l'offre et de la demande qui gouverne les prix de la SNCF conduit à se questionner. Non, ça je l'ai déjà dit.
Donc, on a dit, à un moment, il y avait une crise du TGV, ils ont réduit le nombre de rames, ils l'ont pas remonté aujourd'hui, mais ils ont augmenté le nombre de places quand même, et puis il y a l'offre low cost avec Ouigo. Fait valoir l'entreprise ferroviaire, enfin non, moi c'est moi qui rajoute ça, l'entreprise ferroviaire qui insiste, les nouvelles rames peuvent transporter plus de voyageurs et davantage de trains circulent. Reste que la SNCF refuse de révéler combien de nouvelles places de TGV ont été créées depuis 2019, donc là toujours secret des affaires j'imagine, date depuis laquelle les usagers constatent une explosion des coûts et une saturation des trains en cas d'affluence. On ne donne pas de chiffres, répond la SNCF qui communique uniquement sur la hausse de 13% des capacités d'accueil depuis 2013. Alors, l'État a-t-il les moyens d'agir ? On demandait ça. Est-ce que voilà, on a vu que le ministère des Transports apparemment fixe un plafond pour les billets de train, d'accord ? C'est eux, hein, c'est ça. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Pour être rentable, la SNCF ne pourra baisser ses prix qu'en faisant rouler plus de trains pour moins cher. Bon, là, jusque-là, ok. Principale difficulté, le réseau français est l'un des plus vétustes d'Europe. Ah ! On va retomber sur Réseau Ferré de France, là. L'un des moins subventionnés et l'un des plus chers à exploiter. C'est notre réseau ferré. Lorsqu'un train circule, environ 40% de son coût de financement, environ 40% de son coût, du coût du voyage de train, finance un droit de péage qu'on appelle les sillons. Un créneau réservé pour que les convois ne se gênent pas entre eux. La loi sur l'ouverture à la concurrence de 2018, pilotée par Elisabeth Borne, à l'époque ministre des Transports, entrée en vigueur en 2020, avait pour objectif de créer des économies pour la SNCF qui, en faisant payer des péages à des compagnies étrangères, se serait dégagé des marges pour faire rouler ses propres trains et investir dans l'entretien du réseau, soutient un cadre de la compagnie ferroviaire. Et là, par exemple, sur le Lyon-Paris dont je vous parlais tout à l'heure, maintenant il y a des Italiens qui font des Lyon-Paris, il y a des trains italiens, c'est tout écrit en italien dedans. Hein. Donc eux, j'imagine qu'ils doivent payer les droits de... les droits de sillon, là, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas Réseau Ferré de France, ça ? C'est pas... Bon, je sais pas, on va voir, ils vont nous le dire après, je pense. Donc l'idée, c'était de faire payer aussi les étrangers, là. Ou des compagnies privées, ou des... Ouais. Dans d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, cela a fonctionné et fait baisser le prix des billets. Mais en France, ça a été mal fait, donc ça marche pas du tout. Ah, d'accord. Il y a eu cette loi sur l'ouverture à la concurrence voulue par le gouvernement de Macron avec toujours les mêmes arguments, et 5 ans plus tard, on a les mêmes effets de cette logique que dans d'autres secteurs, une dégradation du service et des prix qui explosent. S'agace Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT Cheminot. Comment l'expliquer ? Parce que pour l'instant, je comprends pas. Hein ? Oui, j'ai déjà testé le train italien, tout à fait. Macron explosion, absolument. Oui. Il y a une ristourne sur les sillons pour les concurrents des nouveaux entrants. Ah bah oui, c'est logique pour aider, parce que le marché va tout régler, mais il faut d'abord aider le marché, si on veut que le marché nous aide, hein, toujours. Comment expliquer donc du coup que ça s'est traduit par une dégradation du service et des prix qui explosent, cette ouverture du réseau à des compagnies étrangères ? Le coût excessif des sillons a dissuadé les opérateurs de s'implanter. Ils ne sont que deux, Trenitalia, sur la ligne Paris-Lyon, on en parlait, et l'espagnol Renfe, entre Marseille et Madrid, depuis le 28 juillet, à avoir tenté leur chance. Ah donc je savais pas qu'il y avait que deux lignes vraiment qui avaient été squattées, quoi. En 2024, les péages vont encore augmenter, probablement de 8%, nous confirme le ministre des Transports Clément Beaune. Les coûts d'exploitation ne sont donc pas prêts de baisser. Il faudrait pour cela faire rouler davantage de trains. Mais cela nécessiterait de rénover le réseau et de ne pas décourager les opérateurs ferroviaires, un cercle vicieux. Questionné sur ce point, le ministre des Transports rappelle les ristournes sur les prix de péage accordés à Trenitalia. Donc ça, c'est ce que vous nous disiez dans le chat. Ils ont une petite ristourne quand même. Ça veut dire que la SNCF, elle, par contre, elle paye plein pot les sillons. Et pas les étrangers. Donc 37% la première année, 16% de réduc la deuxième et 8% la troisième. Pour autant, le débat existe, dit Clément Beaune. Il faut poser la question de la baisse du coût des péages, admet Clément Beaune qui annonce à Libération vouloir lancer un travail de concertation avec les régions en septembre. Il y a plein de leviers pour rendre le train plus accessible en France, mais tous demandent de l'argent, assure Alexis Chailloux, quelle surprise, responsable des voyages bas carbone chez Greenpeace France. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé de baisser la TVA de 10 à 5,5% sur les billets de train, mesure votée par le Sénat mais rejetée par la majorité présidentielle à l'Assemblée lors du précédent quinquennat. Le sujet est pourtant l'objet d'un consensus devenu rare en politique. Lorsque la SNCF annonce en juillet la hausse du plafond des billets des cartes avantages, des députés de gauche s'insurgent autant que le sénateur Les Républicains Philippe Tabarot qui appelle à revoir le modèle économique et à investir très rapidement pour remettre le réseau en état.
En février, Elisabeth Borne a certes annoncé un investissement de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire, mais les contours et le calendrier restent flous. Dans ce total, on trouvera pêle-mêle des fonds déjà budgétés, des financements européens ou des subventions prises en charge par les collectivités locales. Et impossible pour l'heure de savoir ce qui sera effectivement dans le projet de loi de finances pour 2024. Clément Beaune promet dans ce nouveau projet des montants très importants investis dans le ferroviaire. Pour 2023, les députés avaient voté par amendement une enveloppe supplémentaire de 3 milliards d'euros pour le train. L'exécutif l'avait supprimé lors de l'adoption du PLF, du projet de loi de finances, par 49.3. Bon, très bien. Donc en gros, pour que le train soit moins cher, il faut que la puissance publique investisse, notamment dans l'entretien du réseau, si j'ai bien compris. Parce que du coup, tu peux faire baisser les télé... Enfin voilà, bref, vous avez compris. Moi, je promets 1000 milliards. Et oui. Bon voilà, très bien, on en a appris de belles et des pas mûres. J'ai chaud. Je vais chercher un truc à boire, bougez pas. Si Clément Beaune a promis, tout va bien. Il est de gauche après tout. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bougez pas, je reviens tout de suite. On va parler des saisonniers et du travail. S'il y a des serveurs, des serveuses, des cuistots qui nous regardent. La bouteille d'eau au congélo pile assez longtemps pour que ça fasse un genre d'eau à la glace pilée. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le journal Le Monde, qui nous dit que le rapport de force s'inverse entre saisonniers et employeurs. On dit cuisinier, il paraît, parce que j'ai dit quoi ? On est en coupure là. Bah oui, c'est vrai, bah oui, si vous avez bossé le midi et que vous reprenez à 18h, pour que le service soit prêt pour 19, il y a des gens qui sont avec nous là pour pile à l'heure pour voir ce qui se raconte, notamment sur les saisonniers et les rapports entre saisonniers et employeurs. C'est dans Le Monde aujourd'hui. Vu les besoins importants liés à l'été, les salariés défendent désormais leurs exigences. Et ouais, il paraît que les jeunes, ils veulent pas travailler, et puis pire que ça, quand ils veulent travailler, ils veulent pas travailler dans de mauvaises conditions, donc ils font chier. Les employeurs n'ont plus d'autre choix que de s'adapter, nous dit Marjorie Cessac. Finalement, le bouche à oreille aura été la solution la plus efficace. À la dernière minute, Nadia Savonnière et son mari ont fini par trouver fin juin les saisonniers qui leur manquaient pour sauver leur été. Néanmoins, ces propriétaires d'un hôtel situé à Méréville, en Meurthe-et-Moselle, au-dessus de Nancy, le reconnaissent. S'ils y sont parvenus, c'est grâce à leur réseau. Il s'agit de 3 étudiantes de 19 à 20 ans qui viennent toutes de notre village, raconte la patronne qui ne dit même pas avoir regardé si elles avaient une quelconque formation. On en est là avec des restaurateurs, des hôteliers qui sont obligés de demander autour d'eux, vous connaissez pas quelqu'un qui voudrait bosser ? Voilà. Car 2023 ne ressemble en rien aux autres années. L'entreprise de sous-traitance à laquelle le couple s'adresse depuis plus de 10 ans pour recruter des femmes de chambre n'avait cette fois aucun candidat à lui proposer. Les personnes se présentent au rendez-vous puis on les revoit plus après, explique Madame Savonnière. Autre fait inédit, alors que les recrues travaillaient de mai à septembre, cette année, elles ne sont plus disponibles que 2 mois, tout au plus, avec de surcroît des horaires aménagés sur la période. En plein été, les saisonniers prenaient habituellement 1 jour et 2 demi-journées de repos par semaine. 1 jour et 2 demi-journées de repos par semaine. C'est-à-dire que t'as même pas 2 jours de repos d'affilée. Super, déjà, les conditions. Cette année, leur semaine se limite à 4 jours de travail. Eh ben voilà. Eh ben oui. Eh ben oui, tant mieux, hein. Vous avez déjà bossé sans 2 jours de repos d'affilée ? Franchement, c'est pas ouf. Ces professionnels du tourisme sont loin d'être les seuls à avoir dû bouleverser leurs habitudes. Si la situation semble s'être améliorée par rapport à 2022 en matière de recrutement dans les campings, où 4 salariés sur 5 sont des saisonniers, dans l'hôtellerie et la restauration, elle reste nettement plus contrastée. Malgré les efforts qui ont été faits, 45% de nos hôteliers ont plus de difficultés à recruter que l'an dernier, déplore Karim Soleil-Avoup, directeur général du groupe Logis Hôtel, qui embauche 30 000 saisonniers chaque été. Donc le chiffre, 45% de nos hôteliers ont plus de difficultés à recruter que l'an dernier, donc c'est pire qu'avant. La raison, elle tiendrait selon lui à des exigences toujours plus difficiles à satisfaire. Avant, l'esprit c'était de jouer collectif, assure-t-il en se référant au partage des lieux d'habitation.
Aujourd'hui, serveurs, réceptionnistes, barmen et autres employés veulent cloisonner leur vie perso de leur travail, avoir leur home sweet home, pouvoir emmener leur animal domestique avec eux, être nourris sur place et si possible, ne pas travailler le soir, énumère-t-il un brin désarçonné. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, le million de saisonniers embauchés chaque été dans l'Hexagone sait davantage se faire désirer. Les professionnels du secteur subissent très clairement le contre-coup des mauvaises pratiques qui ont été menées ces dernières années, parfois jusqu'à la maltraitance, relève Stéphanie Dayan, secrétaire nationale CFDT Service, pour qui c'est un juste retour des choses. Eh ben elle a bien raison, Stéphanie Dayan, hein. Donc oui, évidemment, très mauvaise pratique. Parce qu'en fait, c'est les... Pourquoi les... Il y a un truc très simple, hein. Pourquoi c'est les pires patrons? C'est les pires patrons. La restauration, l'hôtellerie et tout. C'est un petit patron qui a très peu d'employés. Son travail, c'est sa vie, c'est sa maison, c'est son... Voilà. Et les mecs, ils ont pas de formation au droit du travail, ils savent pas manager, ils peuvent être brutaux, ils ont l'impression que c'est leur vie qui est en jeu, leur truc est à eux. Si eux, leur boulot, c'est leur vie, il faudrait que ce soit pareil pour tout le monde, que tout le monde soit aligné là-dessus, sinon c'est des feignants. Enfin, c'est les pires patrons, c'est objectivement les pires patrons. En plus, il n'y a pas de syndicat. Jusque-là, il y avait... voilà, il y avait des gens qui, si tu les virais, il y en avait d'autres qui arrivaient. Enfin voilà, on est d'accord, c'est les pires patrons. Framont a fait un super article sur la restauration avec des témoignages de salariés. Ah, ça peut être intéressant ça. Ouais. D'autant que t'es pris en étau entre un patron tyrannique et une clientèle qui kiffe la domesticité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est très risqué mais potentiellement très rentable, je sais pas de quoi tu parles. En vrai c'est l'enfer, c'est surtout mal payé, ça dure pas longtemps, et puis il y a des endroits, c'est pas attractif. En plus, salaire au SMIC. Alors il y a beaucoup de boulot, moi c'est un sujet sur lequel j'ai un peu planché à un moment. Il y a beaucoup d'arrangements aussi. D'arrangements, ok, c'est écrit que c'est le SMIC, mais on va te donner une petite enveloppe en liquide, machin. Voilà, et le truc, c'est en plus avec ce petit patron qui a pas beaucoup d'employés, il y a un espèce de lien un peu personnel, c'est direct, il y a tutoiement, il y a, voilà. Il y a un arrangement, quoi, il y a un arrangement. Et donc du coup, il y a de l'interpersonnel aussi, quoi. La moitié de mon salaire était au black, nous dit quelqu'un dans le chat. J'ai des membres de ma famille là-dedans, le poujadisme n'est pas mort. Énormément de blacks et de travailleurs sans papier aussi. Pourtant, Macron, en enlevant le chômage pour ceux qui font saisonnier, aurait dû les aider à recruter. Ah, peut-être que l'article va en parler. C'est vrai que la réforme de l'assurance chômage n'a pas fait du bien aux saisonniers. Au niveau des salaires, des négociations ont permis en 2022 une revalorisation moyenne de 16% de la grille pour les métiers du café, hôtel, restaurant, tandis que la hausse de 5% qui a été négociée en juillet 2023 devait être étendue à la rentrée. Les saisonniers hésitent plus à faire valoir leurs droits, confirme Philippe Beaufort. Non, n'hésite plus, pas hésite plus. Les saisonniers n'hésitent plus à faire valoir leurs droits, confirme Philippe Beaufort, secrétaire général de l'UDFO de l'Isère, bien que tout ne soit pas rose non plus. Par rapport à 2019, les conditions salariales et de travail se sont améliorées, mais cela reste encore compliqué sur certains points, souligne-t-il. Parmi les dossiers sur la table figure la question de la réforme de l'assurance chômage, voilà, on y est, qui concerne tout particulièrement ce public, et celle du logement, évidemment. Face à cette lame de fond, les employeurs n'ont plus d'autre choix que de s'adapter pour atténuer les inconvénients du travail en coupure. Vous voyez, parce que qu'est-ce que tu fais de ton après-midi quand t'as bossé le midi et que tu rebosses le soir? Donc pour atténuer les inconvénients du travail en coupure, sujet amplement discuté dans la profession, certains offrent la possibilité de travailler 10 heures d'affilée sur 4 jours et d'effectuer un roulement, remarque Stéphanie Dayan. Il n'est d'ailleurs plus si rare de trouver des restaurants fermés 2 jours par semaine, faute de personnel. En définitive, ceux qui indemnisent leurs salariés pour compenser cette coupure trouvent du monde. Ah, bon, bah voyez quand vous voulez. Corrobore Jean-Virgile Crans, président du groupement national des chaînes hôtelières. D'après lui, c'est une négociation globale dans laquelle chacun doit s'y retrouver, sachant que les salariés doivent aussi, à ses yeux, comprendre les impératifs de la profession, comme celui de travailler parfois le soir. Bah ouais, mais il y a peut-être du boulot ailleurs aussi, si t'as pas envie de faire ça. Donc si vous voulez qu'on vienne avec vos conditions difficiles, bah compensez ça, d'une manière ou d'une autre. Certains groupes commencent par ailleurs à mettre au point des systèmes d'intéressement au chiffre d'affaires ou aux résultats pour les retenir. C'est le cas de la Compagnie des Alpes, qui détient le parc Astérix, Futuroscope, plusieurs domaines skiables, qui, le 24 juillet, a fait part de son intention d'attribuer des actions gratuites à ses collaborateurs, dont 60% sont des saisonniers.
L'intéressement, hein, la vieille recette gaulliste, ça fait partie des attributs que l'on met en place pour mériter les talents et garder ceux qu'on a déjà, déclare Dominique Tillot, directeur général du groupe. Pour disposer pleinement de ces actions, les salariés intéressés devront travailler au sein du groupe 2 années supplémentaires aux mêmes conditions, soit 120 jours chaque année. D'accord, ok, ouais, faut quand même, ça va pas être pour tout le monde, quoi. Dans certains cas, ces efforts ont permis une amélioration du recrutement. Même si globalement les difficultés pour loger ces salariés, plus prégnantes qu'en 2022, constituent le principal frein. Ah, c'est tout simplement dû au fait que la crise du logement s'accentue, s'exclame Jean-Virgile Crans. Au fil des années, des logements autrefois loués à ses employés disparaissent du marché, aspirés par l'accroissement du nombre de résidences secondaires ou de location de meublés touristiques, je ne parle même pas des Airbnb évidemment. Dans ce contexte, chaque région tente tant bien que mal de trouver ses propres solutions. À l'été 2022, la Bretagne a ouvert 2 internats de lycée, à Dinard et Lamballe. Nous poursuivons cette opération cet été en en ouvrant 2 nouveaux. Donc ils ouvrent des internats de lycée pour loger des saisonniers. Putain, faut avoir envie d'aller. Moi j'ai fait 1 an au lycée en internat. Je sais pas si passé 22 ans, t'as envie de retourner dans ce genre de bâtiment, quoi. Enfin bon, admettons. En Nouvelle-Aquitaine, ce sont des chalets et des mobil-homes qui ont été déployés. Il n'en demeure pas moins que les capacités d'accueil sont loin de répondre à l'ensemble des besoins. C'est un pansement sur une jambe de bois, estime le député Inaki Echani, PS Pyrénées-Atlantiques. Loger dans un internat quand on a 18 ans et qu'on fait sa première saison, pourquoi pas, mais tous les saisonniers n'ont pas ce profil-là. C'est exactement ce que je viens de dire, monsieur le député Echani. Avec sa collègue Anaïg Lemeur, Renaissance, Finistère. Anaïs Lemeur, Renaissance, Finistère. Il a déposé en février une proposition de loi pour réguler les meublés touristiques. Prévu initialement en juin, son examen aura finalement lieu en octobre. C'est une première marche, un des leviers à activer, même si ça ne résoudra pas tout, conclut-il. Donc, on résume, ils ont du mal à galérer, ils ont du mal à recruter parce que réforme de l'assurance chômage, problème de logement, et puis les exigences des salariés qui augmentent un petit peu, hein, tant mieux, c'est très bien. Bon, très bien, moi j'aime bien, j'aurais eu envie d'entendre plus de patrons chouiner, mais bon, au moins ça a compensé, on a eu des syndicalistes qui expliquent et des députés qui expliquent, bon, on a un peu mieux compris. Perso, la seule fois où l'entreprise m'a logé, c'était insalubre. Bon, bah voilà. Voilà. Je suis patron et je chouine. Eh ben, chouine fort. Chouine encore. Le pire, c'est que sur les conditions de travail, les patrons, ils y peuvent quelque chose, mais alors sur le truc du logement, ils y peuvent pas grand-chose, quoi. Et pareil sur la réforme de l'assurance chômage. On va se rendre maintenant en Ardèche. Traversée d'un désert médical. Merci Barbara, la gauchiste, qui lance un groupe, qui arrive pile pour le début de l'article suivant. On va se plonger dans le numéro d'août du Monde diplomatique et lire un article de Pierre Souchon qui nous parle des déserts médicaux, notamment en Ardèche. Je suis patronne et je suis tout à fait d'accord. Très bien, il y a des gentils patrons, hein, on sait jamais. Hein. Bah, en plus, si tu veux être restaurateur, en fait, t'as pas le choix, t'es un petit patron, quoi. Donc j'en connais, moi le café dans lequel je vais, je connais très bien le patron. C'est tellement un bon patron qu'il faisait il faisait les manifs pour la réforme des retraites. Et il fermait le rideau et il laissait ses employés aller faire les manifs à Lyon. Voilà, il y a des bons patrons, Mais bon, vous connaissez hein, les poissons volants, quoi. Il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité, quoi. Mon patron, il est sympa, mais ça reste un patron. On dit merci aux traîtres de classe. Voilà, vous êtes des traîtres à votre propre classe, c'est bien. J'ai rien contre les patrons, j'ai des potes patrons. Mais oui. Bon. Il y en a des biens. Captain Samavor qui dit ça dépend des patrons, hein. Les agriculteurs, leurs grands-parents avaient construit des maisons pour les saisonniers, et maintenant ils les louent et après ils chouinent. Bah voilà, bah oui, mais pour chouiner, ils sont forts. Hein. On a parlé des emplois saisonniers. Oui, on a parlé des emplois saisonniers, Dariz. Il y a plus de bons patrons que de bons flics. Oh, vous avez 2 heures. Plus de bons patrons ou plus de bons flics? On ne sait pas. Le président Henri Verneuil, oui, c'est le nom du film. Merci MS Crow pour le truc sur les poissons volants là. Bref.
Pour la droite et l'extrême droite, le soulèvement des quartiers populaires témoignerait d'une forme d'ingratitude. Les émeutiers détruisent ce que l'État fait pour eux alors même qu'il abandonne les zones rurales. Les uns incendient leur médiathèque pendant que les autres survivent dans des déserts médicaux. Mais en Ardèche, d'autres raisons expliquent que... Je comprends pas tellement ce lancement. Je sais pas pourquoi il a besoin de parler des banlieues là au début. Bon bah voilà, tu dis que l'Ardèche c'est un désert médical, d'accord, mais qu'est-ce que t'as besoin de comparer à... Bon bref. Plongeons-nous en Ardèche, qu'est-ce que c'est de pas avoir de médecin? Qu'est-ce que ça fait? Ma santé, croisée à l'ombre d'un platane de Privas, préfecture de l'Ardèche, Émilie fond en larmes. C'est simple, ça fait longtemps que les rares dentistes qui restent dans la ville ne prennent plus de nouveaux patients. Je les ai suppliés, rien à faire. Ils ont fini par m'envoyer aux urgences, qui ont refusé de me prendre en charge, et ils m'ont conseillé d'appeler le 15. Au 15, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas dentistes. Waouh, se faire balader comme ça, c'est une dinguerie. Privas, j'y étais il y a 2 ans, c'est très joli, très joli. Très jolie petite place, j'ai mangé des glaces, tout ça, bon, bref. Toujours émue, elle poursuit. Alors depuis des années, matin, midi et soir, je remets moi-même mon bridge après chaque repas avec de la colle parce qu'il tombe dès que je mange, j'ai la bouche qui pourrit. Oh, les médecins généralistes de la... Alors, qui c'est qui a écrit Sur les dents? C'est Olivier Cyran, je crois, hein. Je conseille le bouquin Sur les dents. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien de Olivier Cyran dans le chat? Qui est spécialement là-dessus, sur les dents particulièrement. 40 000 dentistes pour 70 millions de patients, le désert est total. C'est la raison première pourquoi les gens partent des campagnes. Drôme Ardèche, c'est magnifique. Ah oui, bah ça je sais que c'est magnifique, mais enfin, si c'est pour avoir les dents qui pourrissent. Même chose à Angoulême. C'est François Hollande avec Sur les 100 dents, merci Gigi Kids. Merci. Bientôt moins remboursé aussi, merci. Bonsoir, Ribot dans la sauce, qui raid aussi avec un groupe de 29. On est en train de parler des déserts médicaux. Et on me confirme que c'est bien Olivier Cyran. Très bien. Alors, donc les médecins généralistes, on est toujours à Privas, dans l'Ardèche. Apparemment, on manque de dentistes déjà, d'une part. Les médecins généralistes de la ville, dont au moins 3 viennent de partir récemment à la retraite, l'ont eux aussi refusé à cause d'une surcharge de clientèle. Heureusement, un ami m'a pistonné, il m'a trouvé une place dans la vallée du Rhône, à 20 km. C'est lui qui m'emmène en voiture. Le médecin est sympa, il fait passer la consultation sur la carte de mon ami, sinon je devrais payer et je peux pas. D'accord, ok. 3 médecins viennent de partir, hein. Privas, c'est pas énorme non plus. Hein. Émilie est femme de ménage, elle a 36 ans. Récemment licenciée, au chômage, elle élève seule 3 enfants et n'a pas le permis de conduire. Qu'est-ce que tu fais? Bah, faut déménager, là, faut partir. Hein. Elle ne vote plus depuis très longtemps et ne se souvient pas pour quelle formation elle votait jadis. De toute façon, qui que ce soit là-haut, on trinque à tous les coups. La quasi-totalité des communes ardéchoises, 88%, disposent d'un accès aux soins inférieur à la moyenne nationale. 88%, voilà, c'est un vrai désert médical sur tout le département. Et plus de 10% des Ardéchois se retrouvent sans médecin traitant. La totalité de l'échiquier politique déplore depuis longtemps la pénurie de soignants dans les territoires ruraux et les banlieues des grandes agglomérations. Consécutif à l'assassinat d'un jeune homme par un policier, le soulèvement de juin-juillet 2023 ont toutefois conduit la droite et l'extrême droite à chercher à opposer les émeutiers urbains, qui auraient détruit leurs services publics, aux ruraux, qui n'en auraient jamais disposé. L'originalité ardéchoise réside dans le fait que M. Fabrice Brun, député Les Républicains du Cru, vient d'appeler l'armée à l'aide pour soigner ses concitoyens. D'accord, donc en gros, moi je vois pas pourquoi il veut absolument parler des banlieues dans son papier, ce bon Souchon, mais là il dit que c'est pour dire que y a pas beaucoup plus de services publics non plus à la campagne, quoi. D'accord, ok. Mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais un truc à rajouter, mais je sais plus. En fait, on va se heurter aussi très souvent à... Vous savez, les médecins, tu leur dis, vous allez peut-être avoir une obligation d'implantation dans les zones où il y a besoin de je sais pas quoi, et ils vont toujours te dire non, liberté d'installation, liberté d'installation. Systématiquement. C'est très très dur, hein, les médecins. En plus, c'est des bourgeois, donc les mecs ils se laissent pas faire. Bon. S'en remettre à l'armée. Donc là, on est pour soigner les gens. Hein, apparemment, le député Fabrice Brun a appelé l'armée, attablé dans un restaurant, ses 2 amis n'y songent pas. Françoise était psychologue, elle vient de partir à la retraite, dégoûtée par l'ARS, l'agence régionale de santé qui a massacré la prise en charge des malades mentaux. Voilà longtemps que Françoise n'a plus de médecin traitant à Privas, donc elle a été psychologue, et elle est partie dégoûtée par l'ARS. Donc j'en ai trouvé un à Valence, de médecin traitant, à 40 km, et je vais voir des spécialistes à Montélimar, à 35 km. Je me déplace avec ma voiture. L'Ardèche n'a pas de gare, je vous le disais tout à l'heure, je vous le rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de gare, c'est très enclavé.
Il y a peu, j'ai dû subir une grosse opération. Je suis allé en clinique plusieurs semaines dans une grande ville. On a beau avoir des principes, hein, vous savez, j'ai travaillé dans le public toute ma vie, je vote toujours à gauche, mais quand on n'a pas le choix, on va dans le privé. Bah oui. Moi, le privé, j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens. Rigole Natacha devant sa salade de tomates. Je suis assistante maternelle, j'ai un petit salaire, impossible de me faire soigner loin d'ici. Faut payer l'essence, la voiture, donc j'ai pas de médecin. Et je serre les fesses pour pas tomber malade. Voilà, les politiques me dégoûtent tous. On a une carte des déserts médicaux. Nombre de consultations annuelles par des communes, machin. C'est... Il vaut mieux être dans le nord, hein. Il vaut mieux être dans le nord, ça chauffe du côté de la ligne Le Havre-Perpignan. La fameuse ligne Le Havre-Perpignan. À droite de cette ligne, c'est là où ça chauffe. C'est là où ça manque de trucs. Par contre, bon, ça va un peu mieux à l'ouest. Oui, j'ai déjà fait la SNCF, jambon de pays. C'était juste avant. Mais tu es abonné, tu peux regarder le replay. Ouais, région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, pas cool. Ouais. En l'absence de l'armée, plébiscitée par Monsieur Brun, une guerre de position est menée en Ardèche, à ceci près qu'il s'agit de position sociale. Si une simple table de bistrot sépare Françoise et Natacha, donc Françoise la psychologue, Natacha l'asthmate, l'assistante maternelle, un gouffre les sépare dans leur gestion de la santé. Et Natacha n'est pas un cas isolé dans le département. C'est Albert, retraité du bâtiment, à 850 € par mois, sa retraite. 850 € par mois, Albert, diabétique, sans téléphone ni ordinateur, qui a perdu son médecin car celui-ci a informatisé ses consultations, il n'en retrouve plus depuis. C'est Carole, mère seule et aide à domicile, qui a abandonné son poste pour s'occuper de ses 2 jeunes enfants atteints de plusieurs pathologies, en l'absence de pédiatre, les 2 derniers de la ville étant partis à la retraite sans être remplacés. Elle en est réduite à faire des téléconsultations proposées par une pharmacie voisine qui ne résolvent rien. C'est Magali qui, sans rendez-vous possible avec un gynécologue ou une sage-femme, porte un stérilet périmé depuis 3 ans. Bénéficiaire du RSA, mère célibataire, elle ne peut pas se déplacer dans une grande ville pour le faire remplacer. C'est Marie à qui... Mais ils font un plan d'urgence dans ce putain de pays, là. C'est Marie à qui un médecin urgentiste a conseillé de se faire opérer rapidement d'une tumeur du côlon, qui lui a déjà coûté son emploi d'aide à domicile, pour cause d'arrêt maladie jugé trop fréquent. Oh là là là. Elle n'a ni les moyens financiers pour se rendre... Donc elle a une tumeur du côlon, un urgentiste lui a dit il faut vous faire opérer, mais elle n'a ni les moyens financiers pour se rendre jusqu'à l'hôpital d'une agglomération, ni mutuelle pour les frais non remboursés, pas plus que de permis de conduire. Par ailleurs, son mari, travaillant de nuit dans une usine locale, elle ne pourrait de toute façon pas laisser ses enfants sans surveillance. À 30 ans, elle marche courbée par une douleur permanente. Mais c'est horrible. C'est horrible. Je m'attendais à un truc un peu difficile. C'est hardcore, en fait. Réunis par leur classe sociale qui semble déterminée. Parce que moi, j'ai souvent en tête, quand on parle de manque d'accès aux soins, j'ai souvent en tête la jeunesse qui se soigne apparemment assez mal. Mais là, c'est l'hécatombe, quoi. Parce que c'est des gens qu'on va emmener aux urgences quand ils vont être au bout de leur vie, quoi. Littéralement au bout de leur vie. Et certains, on va les perdre, en fait. Parce que des soins ordinaires qui auraient pu être dispensés ne l'ont pas été à temps. Réunis par leur classe sociale, évidemment, réunis par leur classe sociale qui semble déterminer l'impossibilité d'accéder aux soins, ces gens le sont aussi par la gravité de leurs multiples problèmes de santé. En plus, j'imagine que ces problèmes de santé s'induisent les uns les autres, si vous voulez, induits par des conditions de vie difficiles, notamment le travail manuel, ses conséquences physiques, pointées par tous. Et la plupart d'entre eux expriment un rejet absolu de la politique, citant tel responsable pour mieux condamner tel autre, au motif qu'ils ont toujours eu une vie de merde, malgré les alternances, promesses et autres discours politiques. Donc voilà, en plus c'est des gens qui, en gros, ils ont le système de santé les a laissés tomber, la société les a laissés tomber, donc la politique c'est de la merde, voilà. Qui est un raisonnement qu'on ne peut pas leur en vouloir de tenir. On pourrait objecter que c'est précisément parce qu'ils ne votent pas qu'ils ne sont pas entendus, mais les personnes interrogées qui, elles, se rendent aux urnes, font souvent des choix électoraux favorables au service public, font souvent des choix électoraux favorables au service public que leurs pratiques concrètes contredisent, souvent contre leur gré. Ok. Marie-Claude, conservatrice du musée à la retraite, vote à gauche ou au centre depuis toujours, mais doit se faire soigner à 50 km par des spécialistes pratiquant le dépassement d'honoraires. Roland, ancien professeur d'histoire qui vote socialiste, prend lui aussi sa voiture pour consulter loin de Privas. Johan, cadre en activité,
fidèlement de gauche, a acheté une maison en Ardèche, mais a conservé son appartement sur la côte méditerranéenne, notamment pour y faire tous ses soins. Bon, alors là, si c'est juste pour dire, regardez, ils sont de gauche, mais ils ont du pognon, mais ils sont mieux servis, bah oui, quand t'as du pognon, ça sert à rien de dire, regardez, ils sont de gauche, quoi. Pauline, intendante dans l'éducation nationale, électrice assidue de monsieur Jean-Luc Mélenchon, soigne une maladie grave à 200 km de l'Ardèche, chez des spécialistes absents de son département, en profitant que sa fille l'héberge sur les lieux de son traitement. Ainsi, ceux qui en ont les moyens recourent à des stratégies de remplacement afin que les carences du système de soins local ne les pénalisent pas. Oui, mais enfin bon, ceux de droite aussi, je vois pas l'intérêt de préciser qu'ils sont de gauche, quoi. Bon, admettons. Nous avons sollicité monsieur Hervé Solignac, le député socialiste local, qui n'a pas souhaité nous répondre. Monsieur Solignac a pourtant récemment fait partie d'un groupe transpartisan de parlementaires qui a porté une proposition de loi soutenant la régulation de l'installation des médecins libéraux dans l'optique d'atténuer la désertification médicale. Oui, donc pourquoi il n'a pas voulu répondre du coup? Cette proposition n'a pas abouti. Contactez également les responsables locaux du Rassemblement National, des Républicains et de la France Insoumise, ainsi que les conseillers municipaux de l'Assemblée citoyenne de Privas, ne nous ont pas répondu non plus. Seule Madame Souila Boudali Kedim, élue socialiste d'opposition à la municipalité et conseillère régionale, nous a expliqué d'une part avoir alerté depuis longtemps sur le sujet, comme la lecture de ses communications l'atteste, et d'autre part bénéficier elle-même d'un médecin traitant. Ce dernier point explique peut-être le mutisme auquel nous avons été confrontés. Il peut s'avérer périlleux pour les élus locaux d'un désert médical d'expliquer qu'ils se font soigner sans trop de difficultés, éventuellement hors d'Ardèche. Même l'Assemblée citoyenne, qui revendique porter les préoccupations des privadoises et privadois, ne signale pas ce fait social majeur dans son bilan de mi-mandat récemment publié. Donc je pense que là, ce que veut nous dire monsieur Souchon, c'est qu'en gros, peut-être que... Mais c'est bizarre parce que l'autre, il a quand même proposé une loi sur les déserts médicaux. Mais c'est que c'est moins une urgence pour ces députés ou ces élus, parce qu'eux, ils se font soigner ailleurs. Il y a un côté un peu démago, là, dans l'article, je trouve. Mais il est vrai que pas plus Albert que Natacha, Carole, Magali ou Marie ne peuplent les rangs de cette organisation. L'organisation, c'est le fameux l'Assemblée citoyenne de Privas. Dès lors, les priorités politiques qu'elle se fixe épousent sa sociologie. D'accord, donc c'est pour dire que les élus, les gens qui s'investissent dans la politique locale n'ont pas nécessairement les mêmes priorités que les gens qui souffrent le plus. Et là, il cite les priorités, cet article du Monde Diplo, les priorités de cette petite, par exemple, cette assemblée locale de Privas, c'est la mise en place de vélos électriques, transition énergétique, réduction de l'éclairage public, soutien aux activités culturelles. Après, est-ce que c'est dans ses prérogatives de cette assemblée? Je sais pas. Un médecin généraliste, je pense que c'est ça, hein, le truc, c'est que, voilà. C'est de dire, à un côté, on a les victimes des politiques publiques qui ne votent pas, et de l'autre côté, les élus qui ne font pas, alors qu'ils sont élus. Bon. Parce que eux ne sont pas concernés par ce problème. Je pense que c'est un peu ça. Un médecin généraliste qui a exercé pendant des décennies par conviction dans les déserts médicaux, dont l'Ardèche, vient de terminer sa carrière dans un grand centre hospitalier. En termes de médecine pure, j'ai vu des trucs effarants. Comme les gens se soignent peu ou plus du tout, à cause de l'absence de toubib, ils arrivent dans des états terrifiants à l'hôpital. La plupart sont en bout de course, on ne peut plus les retaper. Ils arrivent chez nous, qui avons de moins en moins de moyens, et bah la boucle est bouclée. Effectivement. Mais le terme de désert qu'on oppose à des zones densément peuplées de médecins masque que les inégalités spatiales sont couplées à des inégalités sociales. On a compris, on sait, et que les unes multiplient les autres. Sur un même territoire, en fonction de ses revenus, on n'est pas déserté de la même façon. Le résultat de ces décennies d'abandon politique et social a très récemment été mis en évidence. On compte 14 000 décès par an en plus dans les zones rurales que le chiffre auquel on arriverait si l'espérance de vie était identique à celle des villes. Ce sont 14 000 morts prématurées. En l'espace de 30 ans, l'espérance de vie des ruraux a chuté pour être désormais inférieure de 2 ans à celle des urbains. Les auteurs de cette recherche scientifique rigoureuse, qui va jusqu'à chiffrer les décès prématurés par bassin d'habitation, n'ont pas encore effectué d'analyse sociale des populations concernées par cette chute d'espérance de vie. Mais évidemment qu'on se doute bien que les bourgeois ils meurent moins et qu'ils vont mieux se faire soigner. Mais oui, d'accord. On peut néanmoins se faire une idée grâce à une autre étude publiée par le ministère de la Santé. En France, les personnes pauvres renoncent 3 fois plus aux soins que les autres. Dans un désert médical comme l'Ardèche, 8 fois plus. Mais ça veut dire que le gap, donc les personnes pauvres déjà en France renoncent 3 fois plus aux soins que les autres, mais quand en plus c'est couplé avec des effets de déserts médicaux, des gens qui n'ont pas le permis, des gens qui n'ont pas de voiture, des gens pour qui l'essence est chère, moins de mobilité, voilà, les gens renoncent 8 fois plus
Enfin, les gens pauvres renoncent 8 fois plus aux soins que les autres. Donc c'est accentué, le truc de désert médical. D'accord, ok. Ok. Bah oui, bah écoute, c'est dramatique. C'est dramatique, il y a une vraie urgence. Alors là, moi, l'article ne parle pas de solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Angle bizarre, l'article. Bah, c'est-à-dire que moi, ça me paraît assez évident, en effet, que les pauvres meurent plus, oui. Mais le truc d'opposer aux élus, les élus veulent pas nous répondre parce qu'eux, ils sont bien soignés, ils sont pas restés à privat. Ouais, il y a un côté un petit peu démago, un petit peu bizarre. Surtout de prendre en plus un élu qui lui-même avait pourtant porté une proposition de loi et de le mettre avec les autres. Donc il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe un peu. Mais bon, admettons. Merci EK117. Mais est-ce que c'est faux? Que je sais pas de quoi. Un peu contradictoire cet article. Bon, en tout cas, un article qui pose quand même le problème, hein, nous dit Vendigo. Il n'est pas forcément là pour donner des solutions. Non, bien sûr. Et le lien chelou avec les banlieues. Je suis d'accord, hein, Tata le malin. Mais j'avais déjà lu des articles de Pierre Souchon. Moi, j'avais jamais eu noté ce truc-là. Il y avait un truc. Là, il y a un truc un peu. Ouais, un peu, je sais pas. Ouais, j'ai dit démago. Ouais. Mais de vouloir opposer aux banlieues ou. Enfin, et puis de sortir les élus de gauche, machin. Regardez, les élus de gauche, ils sont mieux soignés. Bah oui, les élus, c'est des bourgeois, qu'ils soient de gauche ou pas de gauche. Évidemment qu'ils prennent le train et qu'ils vont aller se soigner ailleurs. Voilà, bon. Je comprends pas. Je comprends pas trop. Pierre Souchon est le fils d'Alain Souchon. Non, je pense pas. Je crois que le fils d'Alain Souchon, il est dans la musique. Il n'est pas dans la presse. Et il n'écrit pas pour le Monde Diplo. Bon bah les gens... Regarde qui c'est le mec qui écrit, on comprendra mieux pourquoi il veut dézinguer la gauche. Non, mais je crois qu'il y a un truc, c'est surtout le PS, hein, mais bon. Peut-être qu'il est vraiment d'extrême gauche, j'en sais rien. Ça met encore les banlieues contre les ruraux. Non, je crois que l'idée c'était de dire que, ouais, il y a aussi des problèmes dans les campagnes. Bon, je sais pas. Bref. Bref. Bon, on va s'arrêter là. Moi, j'ai fait tous mes articles. Putain, c'est pas si souvent, hein. C'est pas si souvent. On a regardé 4 articles aujourd'hui quand même. On a parlé des nouveaux députés insoumis et des rapports de force au sein du groupe parlementaire insoumis. La figure de Mélenchon, comment ces nouveaux députés insoumis ont réussi ou pas à se faire une place. On a parlé du prix des billets de train. Essayer de comprendre. Bon, apparemment, en fait, la conclusion de l'article, c'est que si on veut que les prix des billets de train baissent, il faut investir dans le réseau ferré et l'entretien du réseau ferré. Et il faut du pognon, il faut de l'argent public. On a parlé des saisonniers. Bon, l'article n'était pas très très long. Mais la conclusion, c'était quoi? Qu'il y avait un problème de logement et un problème de... Bon, de toute façon, tout c'est de la faute des bourgeois. Hein. On est d'accord. Hein. Tout. Les logements, tout ça, c'est les bourgeois. Les déserts médicaux, c'est les bourgeois. Tout ça, c'est les bourgeois. Là, je suis d'accord avec Pierre Souchon. Le problème, c'est les bourgeois. Voilà. Et on a parlé des déserts médicaux. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Tout, Christine, tous les bourgeois. Le problème, c'est tous les bourgeois. Tous, Christine. Voilà. Bon, et bah, je crois que cette revue de presse, je l'ai expédiée en 1 heure et demie. Et bah, dis donc, franchement, elle vaut mieux 1 heure et demie intense. Moi, j'ai tout donné. Je suis fatigué. Mais tu es bourgeois, non? Hein? Tu es bourgeois, Usul. Regarde ta moustache de hipster. Tu vis dans une grande ville, tu es donc un bourgeois. Espèce de crétin, va. On identifie les bourgeois à leur rapport de propriété. Les rapports de production et les rapports de propriété. Or, je ne possède aucun capital immobilier, je possède pas de capital, etc. Je suis pas un bourgeois. Je suis même un enfant de prolo, si tu veux. Donc, on est assez loin des bourgeois. Par contre, c'est vrai qu'il m'arrive d'écrire sans faute d'orthographe et tout. Et peut-être que j'ai lu plus de livres que toi, et que c'est pour ça que t'as le seum. Ça, c'est possible. Il y a ça, des fois, hein, chez l'extrême droite, il y a une espèce de jalousie des bobos. Parce que, il y a quand même, vous avez un capital culturel, vous êtes quand même des bourgeois, du coup. Puis vous vivez en ville. Ouais, je file mes salaires à un bourgeois, justement, qui possède cet appart, là. Je file mes salaires. Donc, et puis je travaille, je vis de mon travail. Je pourrais pas m'arrêter de travailler et vivre de mes titres de propriété. Donc non, c'est pas ça un bourgeois. Ah, puis j'ai une chemise. C'est vrai.
Bref. Et puis des fois je vais au resto. Tu sais, après ils prennent des photos de Sandrine Rousseau et disent ah ça se dit de gauche, mais ça va au resto. Ah là 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 là. Ah on n'en a pas fini avec ça, mais ils vont me le dire toute la vie ça. Parce qu'à la limite tu vois tu prends Mélenchon qui a quand même eu des salaires de sénateur et tout, qui a un capital. Mélenchon tu peux dire ah là on commence à avoir un vrai bourgeois. Il a un capital immobilier. Mais alors moi vous pouvez le chercher mon capital immobilier. Hein. Vous allez rien trouver. Alors, où est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui parlent de politique, là? Ah, il y a Gilles Stella, il fait un truc, l'île de l'île. Non, mais ça il parle pas de politique, Gilles Stella, il regarde des vieilles émissions de télé trop bizarres. Nanana, on joue, on fait de la musique et on regarde des images du passé. Bah si, je vais vous envoyer chez Gilou. Voilà. Hop, il regarde des vieilles émissions bizarres de télé, donc vous regarderez ça comme de la sociologie un petit peu, vous allez voir c'est très intéressant en général. Gilles Stella, voilà, que vous connaissez peut-être, Chroma, Crost, partenaire de Karim Debache, Kamel Debiche, Archimède Kebab, et tous ces petits amis. Voilà, merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve quand j'aurai la motive. Et bah là, vous avez vu, j'ai eu la motive plusieurs fois de suite, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Mais là, c'est vraiment que j'ai vu des articles et j'ai fait ah ça m'inspire. J'ai envie de parler de déserts médicaux, j'ai envie de parler de SNCF, j'ai envie de parler des trucs dont j'avais envie de parler. Voilà. Et bah c'est bien. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Et à très bientôt. Et passez le bonjour à Gilou. Je l'appelle pas Gilou, mais pourquoi pas. À Gilles Stella. Et allez bien regarder la télé chez Gilles Stella. Voilà. Au revoir.